Donc on va reprendre avec le déploiement du CQP. Les deux principaux titres, c'est déjà la création d'un organisme certificateur par l'OCECLA, ensuite le calendrier de déploiement du CQP en bloc de compétences. Pourquoi? Parce que on est maintenant dans les faits. Il a été revalidé le 1er juin par France Compétences. Et maintenant, on va pouvoir le déployer puisque l'ancien n'existe plus. Maintenant, toutes les prochaines sessions seront sur cette nouvelle mouture. Avant de procéder justement à ces nouvelles habitations et ce nouveau déploiement, on a créé en décembre 2021 un organisme certificateur. Précédemment, c'était Exep, donc le syndicat employeur, qui portait les certifications et les diplômes, qui rédigeait les parchemins, etc. Et donc qui était essentiellement porteur en délégation de la CPNF du CQP. Avec la réforme de la formation professionnelle de 2018, le renforcement des obligations administratives, le fait qu'on doit avoir une veille sur les nouvelles certifications, etc., on a décidé, lors des CPNF, de créer cet organisme certificateur qui sera chargé de prendre en charge tout ça et qui gérera l'intégralité justement de ces certifications et notamment le fait de faire sortir ces diplômes directement. On verra après comment ça va se passer. Mais du coup, cet organisme certificateur a été créé le 6 décembre, c'est ça, 2021. Et on a eu les premières assemblées générales avec une structuration, avec un comité technique, etc., qui vont me permettre justement de prendre ça en charge et de vous accompagner directement. Et à partir de maintenant, ce sera cet OCECLA qui sera votre principal interlocuteur. Alors via Oria, etc., etc. On va voir tout à l'heure qu'on a créé aussi un site internet sur lequel vous allez pouvoir directement vous référencer et communiquer. Alors, déploiement du calendrier CQP en bloc de compétences. Voilà. Enregistrement du CQP pour 3 années, date d'effet au 1er juin 2022. Ensuite, signature des conventions et partenaires avec les OF. Maintenant, vous allez devoir, donc chaque OF a signé une convention de partenariat. Voilà. Qui va permettre ensuite de pouvoir ouvrir des sessions une fois que ce sera validé. L'ouverture de la plateforme de l'OCECLA, c'est ce que je disais, à partir de septembre, normalement, il y a une plateforme qui va être ouverte, où vous allez pouvoir vous référencer, et ensuite, vous échangerez via un espace privé sur l'ensemble des CQP que vous allez mettre en place. Systématiquement, avec ce qu'on va appeler par la suite, on va voir, le binôme paritaire qui va vous suivre. Dépôt des instructions et demandes d'ouverture, vous voyez, septembre 2022, suite à l'ouverture de la plateforme, vous allez pouvoir vous référencer, vous allez pouvoir faire vos demandes, avec une particularité, c'est que les premières sessions devront pouvoir être ouvertes dès octobre, mais surtout que ceux qui ont déjà une habitation, qui court encore, vont pouvoir la faire perdurer jusqu'à la prochaine habilitation. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté les choses en disant voilà, l'ancien CQP n'existe plus, l'habitation existe toujours, vous avez une prolongation de cette habitation, mais vous passez sous cette nouvelle procédure, jusqu'à échéance. J'ai zappé les choses, alors je prends d'avance. Alors, voilà ce qu'on va aborder maintenant. Donc, principale évolution de l'organisation générale de la formation, l'habilitation, l'ouverture d'une session, la vie d'une session de formation, l'organisation générale de la formation, le cadre de l'alternance spécifique, le cadre de la mise en situation professionnelle et l'accompagnement de la mise en situation professionnelle. Vous verrez que ça a légèrement évolué par rapport à ce qu'on appelait les FAP avant. L'adaptation du parcours de formation pour les publics en situation de handicap. Ça, c'est une nouveauté qui sera développée assez fortement parce que c'est important et c'est pour ça d'ailleurs ça fait l'objet de nombreux travaux dans ce que l'on a dans cette réingénierie. Les principes de mise en œuvre des épreuves d'évaluation certificative. Donc on va reprendre un peu ce qui a été vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va le développer. L'attribution des diplômes et des jurys. Donc comment ça va fonctionner à partir de maintenant. Les contributions du suivi d'insertion des certifiés. On doit faire régulièrement des suivis de cohortes, concrètement. Donc on va interroger régulièrement les certifiés pour savoir où ils en sont dans leur emploi, etc., etc. Et ça fait partie des choses qui nous permettent de valider auprès de France Compétences la validité du CQP. Donc c'est très important pour pouvoir réinscrire par la suite. On va le revoir. Et les modalités de relation avec l'OCECLA qui seront développées plus avant de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
juste voir donc, les principales évolutions dans l'organisation générale de la formation, le volume horaire de la formation en alternance, en centre de formation et mise en situation professionnelle. Vous allez voir qu'il y a une grosse évolution. Suite à ce qui a été dit tout à l'heure par Uniformation, notamment le retour des enquêtes, où on s'est aperçu qu'il y avait des manques, donc on a complété ces manques et on a adapté par rapport au public que l'on reçoit aujourd'hui par rapport au public que l'on recevait précédemment. Les règles d'obtention du CQP, les règles d'allègement du parcours de formation en entreprise. Vous allez voir qu'il y a 2-3 petites choses comme ça, des petites subtilités, parce qu'il y a une partie des heures qu'on demande en mise en situation professionnelle qui vont pouvoir être prises en allègement. La contractualisation d'un parcours individuel de formation suite au positionnement. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, avec ce contrat qui doit passer avec le stagiaire. L'adaptation des parcours de formation à des épreuves d'évaluation certificative pour les publics en situation de handicap. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le parcours individualisé. Et l'attribution des diplômes et des jurys et les modalités de relation avec classe, c'est les principales évolutions que l'on va aborder maintenant. Je passe la main à Claudine. Bien. Alors, si vous voulez, on va dérouler maintenant un certain nombre de points et on va partir de l'habilitation. C'est des partis pris que l'on a pris pour la présentation. Donc, l'habilitation. Donc, il y a toujours une demande d'habilitation qui va se faire à partir de maintenant de manière dématérialisée et qui sera obligatoirement déposée sur une plateforme numérique que nous avons créée. Quand je dis nous avons, elle est en train d'être finalisée. Nous pensions pouvoir vous montrer comment elle fonctionnait aujourd'hui. Elle n'est pas tout à fait prête, mais dans les jours qui viennent, disons que pour au maximum, je crois, le 10 juillet, c'est ça, Auria ? Hein ? Voilà. Voilà. Donc, nous aurons ça de près. Ce que l'on a bougé, c'est la date de limite de dépôt des dossiers d'habilitation. 2 périodes par an. Vous pouvez les déposer avant, mais en tout cas, il y a 2 périodes. C'est le 28 février et le 30 septembre. Donc, tout ce qui vient après le 28 février ne sera examiné que pour le 30 septembre, vous comprenez. Et pareillement pour le 30 septembre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez prendre en compte de manière à anticiper vos ouvertures de formation. Bien entendu, toujours de manière dématérialisée, nous accuserons réception de votre dépôt de dossier d'habilitation. L'accusé de réception ne vaut pas validation. Ça vous dit, on a bien reçu. Et c'est soumis ensuite à instruction. L'instruction se fait par nos membres de manière paritaire et la décision d'habilitation ou de non-habilitation est notifiée systématiquement par courrier et tout ça se passe de manière dématérialisée. On reviendra de manière plus particulière sur les modalités de relation entre vous et l'OCECLA. Bien entendu. Alors, j'insiste un petit peu sur la nécessité d'utiliser des formulaires dédiés concernant l'habilitation et de bien renseigner la totalité des points qui sont demandés et fournir tous les documents qui sont demandés. Les demandes qui sont incomplètes ne sont pas soumises à instruction. C'est-à-dire qu'il y a un pré-travail de recevabilité finalement du dossier d'habilitation qui vérifie que toutes les pièces sont bien réunies, tout le formulaire d'habilitation est bien rempli. On n'ira pas les rechercher
et solliciter ce qui manque. Par contre, les instructeurs pourront demander des précisions, bien entendu, une fois que le dossier sera recevable, donc complet. Quand on a la décision d'habilitation, l'organisme de formation va signer une convention de partenariat avec l'OCECLA. Alors, pour les organisations nationales qui ont des organismes délégataires, c'est souvent le cas des organisations nationales, ce n'est pas toujours le cas pour des organismes indépendants. L'organisme indépendant, il va signer en direct lui-même la convention de partenariat. Dans l'habilitation pour les organisations nationales, mais ça c'était vrai au préalable, l'organisation nationale dépose l'habilitation en précisant et en fournissant tous les éléments et documents nécessaires par rapport à ces organismes de formation délégataires. Donc, quand on est organisme de formation délégataire d'une organisation nationale, il faut contribuer à fournir tous les éléments nécessaires qui sont demandés dans l'habilitation. Et cette convention de partenariat est signée par l'organisation nationale, mais aussi par l'ensemble des organisations délégataires de cette organisation nationale. La durée de l'habilitation, là, il n'y a rien qui soit changé. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une première habilitation, mais si vous êtes là, ça ne vous concerne pas, puisque vous n'êtes pas en situation de première habilitation, mais un organisme qui souhaiterait avoir une première habilitation, on la donne pour 1 an. Et si ensuite, au vu du bilan qui est fourni, etc., et si c'est positif, si c'est satisfaisant, on renouvellera pour 3 ans. Pour tous les autres qui sont déjà habilités, ils ont une durée d'habilitation, mais ça ne change pas. Et nous avons mis en place, Francis le précisait, une mesure transitoire. Une mesure transitoire liée au renouvellement d'inscription au RNCP, de ce CQP. C'est-à-dire qu'on a considéré que les organisations qui étaient déjà habilitées avec un terme qui était donc précisé, qui dépassait, mettons, jusqu'en 2023 ou 2024, je crois qu'on n'est pas allé plus loin, on n'en a pas qui vont plus loin, ils bénéficiaient, on va dire, d'un avis favorable. Donc, on a maintenu, et ça c'est le ACPNEF qui a décidé de maintenir leur habilitation qui va jusqu'à la date limite d'habilitation acquise antérieurement. C'est-à-dire que si vous êtes habilité jusqu'en avril 2024, vous n'avez pas besoin de renouveler votre habilitation, une nouvelle habilitation pour le CQP en 4 blocs, le nouveau CQP. Cependant, et Michel vous le présentera, vous devrez tenir compte dans vos demandes d'ouverture des nouvelles modalités et procédures. Et pensez au calendrier pour le nouveau dépôt. Voilà, mais ça, il va vous l'expliquer. Donc, voilà. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut que vous puissiez anticiper. Vous avez donc un peu plus de temps, vous, pour anticiper les nouvelles habilitations au-delà de la date limite d'habilitation actuelle. N'attendez pas le dernier moment, puisque vous avez les dates limites de dépôt qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et que là, on ne dérogera pas. Voilà, j'espère avoir été clair. Michel, tu veux parler de l'ouverture ? Je vais juste compléter une petite chose. Dans la convention de partenariat, vous devez désigner un référent CQP qui sera l'interlocuteur principal de l'OCECLA. Ça fait partie de la convention de partenariat. Après,
Bien, donc, comme vient de le dire Claudine, vous êtes tous habilités, pour la raison, puisque vous êtes là, puisqu'on n'a pas invité les autres pour l'instant. Donc, vous avez tous déjà ouvert des sessions et plusieurs parmi vous avez souhaité déjà ouvrir des sessions dès la rentrée. Voilà. Alors, ouverture d'une session. Tout de suite une précision, allant à la suite de ce qui vient d'être dit par Francis et Claudine. Donc, avoir une habilitation valide au moins 2 mois après la fin de la session, pour qu'on n'ait pas de soucis sur les fins de session avec les petits décalages qu'on rencontre assez régulièrement, les petits rallongements, puisqu'il y a quelques petits soucis avec les dates de certification. Voilà, donc une habilitation valide au moins 2 mois après la fin de la session. On n'était sans doute pas assez vigilants sur ce point-là jusqu'à présent. Une certification Calliope valide pour toute la durée de la session également. Donc ça, ce sera vérifié comme élément, on va dire, administratif dans un premier temps. C'est pas très compliqué. Alors, ça a été précisé tout à l'heure par Dominique et Estelle d'Uniformation que, bien évidemment, un candidat peut peut passer un seul bloc. Nous avons pris la décision à la CPNEF que vous allez quand même devoir nous présenter des parcours complets. C'est-à-dire, on n'acceptera pas que vous nous présentiez un dossier pour uniquement un bloc. Maintenant, un stagiaire peut venir pour un bloc. C'est la différence entre les deux approches. Mais vous allez devoir nous présenter des parcours complets de 4 blocs. Voilà. Qui ont été présentés. Donc, on y reviendra si c'est nécessaire cet après-midi, bien évidemment. La date limite de dépôt de la demande, elle ne change pas par rapport aux règles actuelles. On va vous demander d'être un peu plus respectueux de ces délais-là. Francis et moi, des fois, on galère la semaine qui précède la CPNEF. Je n'ose pas vous dire les... voilà. Notamment là sur les premiers dossiers, parce que vous avez compris qu'il y a un certain nombre de changements. Si vous êtes trop court dans les délais, ne soyez pas surpris qu'on vous dise non, vous passerez à la prochaine réunion. Parce qu'on ne pourra pas, les premiers dossiers vont être quand même assez complexes à analyser. Mais on y reviendra bien sûr un peu plus tout au long de la matinée et durant l'après-midi. Alors, la demande d'ouverture. On vous simplifie le travail. Un seul formulaire. Formulaire unique qui regroupe tous les éléments qu'on vous demandait dans les différents formulaires avant. Déjà, une petite précision aussi, les formulaires pour les organisations nationales, les formulaires pour les organismes indépendants, autrement dit, le jeu des couleurs, on arrête tout ça. Voilà. Formulaire unique, commun pour toutes les structures. Voilà. Avec quand même un certain nombre, on y reviendra tout à l'heure, un certain nombre de pièces qui sont nécessaires à fournir, mais qui ne peuvent pas être dans un formulaire, évidemment, puisqu'elles sont spécifiques à chaque structure. Donc, 2 mois minimum avant ou 3 mois pour une formation débutant en septembre, parce que bien sûr, il y a la période estivale qui limite un tout petit peu les échanges entre l'organisme de formation et... Alors, je vais dire maintenant l'OCECLA, parce que vous avez compris que vous n'aurez plus affaire à la CPNEF directement, mais à l'organisme certificateur, dont les membres, les composants sont des membres de la CPNEF, ça vous l'avez compris aussi, qui est simplement une obligation réglementaire et administrative. Donc, demande d'ouverture, formulaire unique, des documents à joindre, et donc vous recevrez un numéro de dossier, comme vous le recevez actuellement, qui, bien évidemment, ne vaut pas, comme actuellement, accord d'ouverture, mais ça, vous avez l'habitude. C'est tout simplement pour faciliter toute communication, et on va également insister pour que vous le rappeliez systématiquement. D'ailleurs, ils seront inscrits automatiquement sur l'ensemble des formulaires qu'on évoquera après. Comme ça évitera un certain nombre de problèmes. Ça, c'est la magie de l'électronique, du numérique, qui permet de faire des choses comme ça. On étudie le dossier comme avant, 2 cas faisant l'objet d'une notification écrite, la majorité des cas, et on l'espère pour vous la totalité. Donc la validation de l'accord d'ouverture de la session, et comme actuellement, la désignation d'un binôme paritaire, qu'on nommera toujours présidence du jury, mais qui nomme le binôme paritaire de l'OCECLA,
qui continuera, comme actuellement, à vous suivre tout au long de la formation. Et puis, quand il y a non-validation, elles sont rares, mais on en a quand même eu, vous recevrez donc une notification, on ne l'espère pas pour vous, mais de refus d'ouverture. L'ouverture effective de la session de formation. Ça, vous avez reçu donc l'avis, mais l'ouverture effective de la session de formation. Donc, obligation de notifier par vous, donc l'organisme de formation, au binôme paritaire et à l'OC-ECLA, donc cette ouverture effective, donc, mais qui se fera par la plateforme, on vous l'expliquera après, qui sera donc automatiquement. Et si par contre il y a un report d'ouverture, donc c'est toujours la même règle, vous avez l'autorisation dans la mesure où vous prévenez le binôme paritaire qui valide la nouvelle date d'ouverture, donc dans un délai maximum de 3 mois. Et comme avant, au-delà de 3 mois, c'est un nouveau dossier. La demande d'ouverture s'éteint et vous devez déposer un nouveau dossier, donc avec essentiellement un nouveau calendrier intégral. Et s'il y a une annulation d'ouverture de session, pour qu'on ne court pas après les infos pour savoir si les sessions ont lieu ou pas, parce que c'est vrai que ça arrive des annulations de sessions, notamment par manque de candidats, elles doivent être donc signifiées au binôme paritaire et à l'OC-ECLA dans un délai maximum de 3 mois, qui est tout simplement le délai qui permet le report, voilà, qui a donc été initialement prévu. Voilà donc concernant l'ouverture de la session. Alors, on va continuer sur la mise en vie de la formation. D'abord, je souhaite vous préciser que nous vous donnerons cet après-midi, en primeur, un document qui n'est pas encore définitif, mais ce document reprend l'ensemble des règles et des procédures, l'ex-mallette, remanié, relooké, qui sera disponible de manière numérique, mais aussi imprimable. Donc, toutes les versions peuvent être possibles. Donc, mise en vie de la formation. On rappelle bien, Michel vient de le dire, qu'à partir du moment où on a l'accord d'ouverture, l'interlocuteur exclusif de l'organisme de formation, c'est le binôme paritaire. On n'a pas appelé un tel ou un tel, voilà, mais c'est le binôme paritaire. Donc, tout ce qui est, tous les changements qui peuvent être envisagés doivent être soumis à validation du binôme paritaire, et ce, tout au long de la formation. On insiste sur ça parce que nous avons eu, je crois qu'on peut le dire fréquemment, nous avons été mis devant le fait accompli par un certain nombre d'organismes qui procédaient à des changements qui étaient légitimes, parfois légitimes, ou pas d'ailleurs, mais bon, souvent légitimes, et on découvrait ça le jour du jury. Donc ça, nous n'accepterons plus de ne pas avoir validé ces changements-là. Il est important, vous avez compris, on vous délègue à un moment donné l'organisation d'une formation et des épreuves certificatives, des épreuves d'évaluation. On vous les délègue sur la base de ce que vous avez déclaré et habilité. Donc ça devient le cadre de référence de l'organisation et de la formation et des épreuves d'évaluation. À partir du moment où vous souhaitez changer quelque chose, vous dérogez à ce cadre-là. Donc, si on n'a pas donné d'accord ou travailler avec vous à avoir un accord, parce que parfois, on ne donne pas un non systématique si ça ne va pas. On se rapproche de vous, et c'est le binôme paritaire qui se rapproche de vous pour vous dire, bah, là, ça ne va pas, on ne va pas vous l'accepter, arranger ça, etc., etc. Donc ça, c'est capital que vous puissiez nous signaler, et pas la veille au lendemain, on est bien d'accord, des changements envisagés. Alors parfois, c'est du calendrier, parfois, c'est le nom d'un formateur ou d'un formateur qui change, voire du responsable de session. Le découvrir en fin de formation,
vous met en situation de non-validation de la formation avec toutes les incidences que ça peut avoir. Donc ça, on y reviendra, mais je pense que c'est important dans la relation ALOC-éclat que de bien pouvoir, bien être conscient du cadre de délégation que l'on vous donne quant à l'organisation de la formation. Donc, c'est bien le binôme paritaire qui est aux manettes là, dans la relation sur tous ces changements-là. Donc, déclenchement de la session de formation, vous verrez d'une manière dématérialisée, vous allez dire oui, j'ouvre, et c'est la déclaration d'ouverture effective de manière dématérialisée, ou je demande un report. Donc, ça se fait assez rapidement, puisque ce sont des mails automatisés en fonction des cas, et avec quelqu'un qui dit oui, quand même au niveau de l'instruction du binôme. Alors là, on a quelques nouveautés dans les formulaires. Alors c'est moins le contenu des formulaires, mais des choses qui sont demandées et le rythme de production. Donc, dans les 15 jours calendaires qui suivent le premier jour du positionnement de la formation, on va vous demander de nous faire parvenir des modalités d'adaptation des parcours de formation et des épreuves d'évaluation certificative si vous avez des publics en situation de handicap. Bien entendu, connu à ce moment-là. Tout ce qui pourrait se déclencher après, c'est une autre procédure, mais qui supposera aussi de nous le signaler et de nous demander la validation de ce que vous proposez. Et également, et là c'est une nouveauté, des modalités d'allègement d'heures en entreprise. Nous allons présenter tout à l'heure en quoi ça consiste, mais nous avons mis en place des possibilités d'alléger pour des personnes qui remplissent les critères, pour des stagiaires qui remplissent ces critères, d'alléger le volume d'heures en formation qui a, de par la rénovation du CQP, augmenté, puisque 4 blocs, et qu'ensuite, au regard du nombre de certifications, des retours que nous avons eus aussi sur la construction de compétences sur le terrain, nous sommes allés à poser un volume d'heures en entreprise supérieur à ce qu'il n'était. Donc, assorti de modalités d'allègement, et on va les voir tout à l'heure. Ce qu'il faut faire également quand on met en œuvre la formation, c'est dans le mois qui suit l'ouverture de la session de formation, on a formalisé, on a demandé la formalisation de ce que vous faites pour beaucoup déjà. C'est la mise en place de protocoles d'alternance qui font état de parcours individuels de formation pour chaque stagiaire. Chaque stagiaire, notamment à l'issue du positionnement, et on y reviendra, va avoir un parcours qui peut être différent. Donc là, ce qu'on vous demande de mettre en place, c'est le protocole d'alternance et nous le communiquer. On va vous demander également, on l'a abordé tout à l'heure, de nous proposer la liste des scénarios relatifs aux épreuves d'évaluation certificative du bloc 1. On l'a vu tout à l'heure. Ainsi que la liste des cas pratiques et des contenus de livrets documentaires relatifs aux épreuves du bloc 4. D'accord ? Et puis, en cours de formation, bien entendu, je réinsiste, s'il y a modification et changement ou en cas individuel de force majeure, un mail immédiat de demande de validation. Bon, on va passer vers la fin de la formation maintenant. Sur les 15 jours calendaires avant le jury de validation des épreuves d'évaluation certificative, nous voulons avoir le dossier de certification de chaque stagiaire, bien sûr, dûment complété, le formulaire de synthèse des résultats, le formulaire de projet de bilan de la session de formation, 15 jours avant, ce qui nous permet d'instruire le dossier, enfin, en tout cas au binôme, de voir un peu tout ce qui s'est passé là-dedans et s'il laisse suffisamment de temps, quand c'est bien fait.
au plus tard, la veille du jury de validation d'évaluation certificative, on veut avoir l'attestation finale de présence individuelle et le projet de procès-verbaux. Selon ce qui a été passé, c'est juste un dossier que vous remplissez déjà, sauf que du coup, là, on fixe un cadre précis sur les dates et les horaires, parce que ça nous permet justement de pouvoir faire des jurys en toute quiétude. Le jour du jury de validation d'évaluation certificative, on va avoir les procès-verbaux finalisés et signés, les bilans de session de formation signés et la mise à disposition des membres du jury de tous les documents demandés. Je pense que ça fait écho à ce qui se passe déjà actuellement. C'est juste bien repréciser les délais et pour le coup, on va être assez strict sur les délais de toute façon, justement pouvoir faire ces jurys de façon concrète puisqu'il y a aussi une évolution sur les jurys. Voilà. Ensuite. Alors, et donc voilà les grandes nouveautés en durée. Évidemment, 4 blocs, les évolutions sur les mises en situation professionnelle que Claudie vient d'évoquer. On a donc les durées des blocs 1, 2, 3, enfin du positionnement, j'aurais dû dire, et reste du même ordre que ceux qu'on avait sur les précédents UC. L'arrivée du bloc 4, 35 heures, donc on passe à 252 heures en centre. Autrement dit, une augmentation assez sensible du nombre d'heures en centre. Et par contre, donc la grande nouveauté, mais qui va mériter quand même pas mal d'explications sur les mises en situation professionnelle, qui est donc, ça a été suffisamment développé depuis le début pour que le temps de développement des compétences soit suffisant, donc de 400 heures. Et c'est donc là qu'il est important de préciser un petit peu dans l'histoire du CQP, le fait que ce CQP a été créé il y a plusieurs années pour des salariés qui avaient donc des expériences et qui venaient chercher des certifications de compétences qu'ils avaient déjà partiellement acquises sur le terrain et qu'ils étaient capables de mettre en réflexion, en débat lors des temps de formation. Mais évidemment, beaucoup d'organismes comme vous, la plupart d'entre vous, avaient aussi fait des formations pour des demandeurs d'emploi qui n'avaient pas d'expérience. Et pour eux, nous avons constaté, et vous avez fait des remontées, les employeurs après ont fait des remontées aussi, comme quoi parfois le niveau de compétence acquis était quand même un petit peu juste, même si les évaluations certificatives avaient validé les UC. Et nous avons donc décidé de passer à 400 heures. Cela pouvant être quand même réduit pour les personnes qui ont, comme c'était initialement prévu, cette expérience. On reviendra tout à l'heure sur tous les critères. Cependant, il y a quand même une durée minimale pour chacun des blocs de mise en situation professionnelle. Voilà, donc 44 heures pour le bloc 1, 48 heures pour le bloc 2, 76 heures pour le bloc 3 et 32 heures pour le bloc 4. C'est bien durant le positionnement que vous travaillerez avec les stagiaires sur ces durées. Ce sera reprécisé tout à l'heure, mais c'est bien ça qui est donc important. C'est-à-dire que vous allez devoir nous présenter des calendriers sur 400 heures, mais chaque stagiaire peut avoir un parcours totalement individualisé dans ce parcours des 400 heures. Mais avec donc cette durée minimale qui, bien sûr, sera vérifiée sur le protocole d'alternance, ce que Claudine vient d'évoquer. C'est là que nous aurons, pour chacun des stagiaires, les durées réelles faites et nous vérifierons que les durées minimales, elles sont là. Si vous faites le total, ça peut être une durée minimale réduite de 200 heures. Autrement dit, il y a une durée obligatoire de 200 heures. Dites-le dans les deux sens, ça revient au même. Voilà, c'est... voilà. Mais bon, je vais laisser... Qui c'est qui fait la diapo suivante? Francis. Je passe le micro à Francis. Voilà, c'est à l'affichage. Positionnement donc on rappelle que le positionnement permet à chaque stagiaire une individualisation du parcours de formation, ce que vient d'expliquer Michel. L'affectation par bloc du volume d'heures à effectuer en entreprise, avec les minima qui sont fixés.
et une contractualisation du parcours individuel de chaque apprenant. C'est ce qu'on vous demande justement de nous fournir. Ensuite, sur l'allègement, je pense que c'est surtout ça qui va vous intéresser, c'est la prise en compte d'heures en entreprise réalisées antérieurement à l'inscription de la formation, en qualité d'animateur périscolaire, en face-à-face public-enfant. Donc, c'est pas j'avais des réunions, des machins, trucs, c'est vraiment le face-à-face public-enfant. Donc, pour le coup, c'est sur les horaires de périscolaire, avec les mêmes conditions que les mises en situation professionnelle. C'est-à-dire que sur la pause méridienne, par exemple, il y a une demi-heure qui est enlevée. Donc, s'il y a 2 heures de pause méridienne, c'est 1h30 qui est pris en compte, pas 2 heures. Au sein d'un accueil périscolaire dûment déclaré. Ce n'est pas une garderie périscolaire d'une municipalité qui n'a pas été déclarée à jeunesse et sport, c'est bien dûment déclaré en tant qu'accueil de loisirs périscolaire. Je peux vous citer les références si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet. Et dans les 3 dernières années précédant l'inscription à la formation. Donc, l'allègement ne peut pas dépasser 50% du nombre d'heures exigées. C'est-à-dire qu'on vous demande 400 heures en mise en situation professionnelle. 200 peuvent être allégées. 200 peuvent être prises en compte en allègement sur l'ensemble. Ça part d'un principe tout simple, c'est que le CQP, normalement, est fait pour des animateurs qui sont sur le terrain, qui vont valider à travers ce diplôme des qualifications professionnelles, donc qui ont déjà une expérience. C'est comme ça que c'est construit à la base. Dans les faits, lorsqu'on a mené les enquêtes, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui étaient envoyés par Pôle emploi, etc., qui n'avaient aucune expérience. Ceux qui n'ont aucune expérience, on va leur permettre, à travers cette formation, d'acquérir cette expérience à travers ces 400 heures de mise en situation professionnelle. Mais pour ceux qui ont déjà une expérience préalable, on va comptabiliser cette expérience préalable, on va la prendre en compte dans la formation CQP, ce qui permet justement d'avoir cet allègement. Et c'est bien la prise en compte de cette enquête qui nous permet de développer de cette façon-là le CQP et ces 400 heures. Alors, les règles de durée des MSP permettant l'obtention de la certification, vous voyez, c'est 400 heures minimum. Et lorsque l'on veut faire une validation partielle, pour un seul bloc, c'est 120 heures. Pour 2 blocs, c'est 240 heures. Pour 3 blocs, c'est 300 heures. C'est relativement simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, peut-être que ce qu'il faut préciser, c'est que les conditions qui sont posées sur l'allègement, elles sont cumulatives. On n'en choisit pas certaines et d'autres. Et c'est sur production de justificatifs que les allègements, et que nous demanderons à avoir, que les allègements peuvent être prononcés et validés. C'est bon, on peut continuer, c'est pas trop fastidieux. Alors, le cadre de l'alternance. On a souhaité préciser un certain nombre de choses. Donc, le CQP, c'est bien une formation que nous souhaitons voir réalisée dans le cadre d'une alternance entre des temps en centre de formation et des temps, et on a normalisé. On a pris un terme pour qualifier le temps en entreprise de mise en situation professionnelle. Donc, et dans des structures périscolaires déclarées en accueil collectif de mineurs. C'est-à-dire que nous n'accepterons pas des situations périscolaires non déclarées en accueil collectif de mineurs. Les sessions de formation, nous les souhaitons organiser d'une manière entremêlée entre des temps en centre de formation et des temps en mise en situation professionnelle. Autrement dit, une formation qui serait massée toute situation en centre de formation et ensuite toute situation en mise en situation professionnelle n'est pas autorisée. Nous considérons que c'est l'aller-retour entre des situations en centre de formation et en entreprise et en mise en situation professionnelle qui permettent bien, par cet aller-retour, une construction de compétences la plus efficace possible, on va dire, de manière générale. Et tout ça doit se faire par bloc. C'est-à-dire, on ne fait pas non plus tout le bloc 1 et tout le bloc 2, puis une grande masse qui suit sur le terrain, mais on respecte bien des durées et
et on organise bien plutôt des durées entremêlées, bloc 1 et sa période en mise en situation professionnelle, bloc 2, etc. etc. Ça ne préjuge pas, on le verra plus tard, de la manière dont on organise la formation et les modules de formation. Des modules peuvent être entremêlés de formation, correspondre au bloc 1, au bloc 2 ou au bloc 4, mais par contre, on vous demande d'organiser un calendrier qui permet bien d'entremêler ces situations en centre de formation et en alternance. Bien entendu, Michel vous l'a présenté, le respect des volumes horaires qui sont posés et leur répartition en blocs de compétences. Cette règle, la règle suivante, elle existait déjà au préalable, mais on vous la rappelle. On ne souhaite pas que vous cumuliez sur une même journée des heures en centre de formation et des temps en mise en situation professionnelle, sauf cas très exceptionnels et argumentés et validés, bien entendu. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à vous bloquer, mais on considère que comment dirais-je, le boulot d'animateur périscolaire qui est déjà entrecoupé entre le matin, le midi, le soir pour beaucoup, plus un temps de formation qui serait interstitiel, ne crée pas des vraies conditions de formation qui permettent aux individus d'être suffisamment disponibles pour pouvoir penser et profiter pleinement et s'investir dans leur formation. Donc c'est pour cette raison-là essentielle que nous souhaitons qu'il n'y ait pas ce cumul-là. Bien entendu, si des promotions d'animateurs ne travaillaient par exemple que le matin ou qu'à midi, une formation l'après-midi pourrait être compatible, mais ce n'est pas possible de faire partir quelqu'un en formation en rajoutant du temps de travail. On ne serait pas dans des règles, y compris juridiques, satisfaisantes. Vous rappelez que le non-respect effectif de l'ensemble du cadre d'alternance entraîne systématiquement une non-validation des certifications. Nous avons été confrontés déjà à ces cas-là, encore hier. Voilà. Et c'est toujours extrêmement... Enfin, nous, c'est vraiment, comment dirais-je, à reculons que l'on va prendre ces décisions-là, mais parfois, nous y sommes contraints. C'est-à-dire que nous sommes garants d'une équité de traitement face à un diplôme, à l'acquisition d'un diplôme. Il faut qu'effectivement, on puisse faire respecter ces conditions-là. Et ça nous semble important. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait d'une manière très, comment dirais-je, de gaieté de cœur, mais pour nous, ça nous semble essentiel. Juste un détail, puisque je vous dis hier après-midi, on a été confronté à cette situation-là. Ne faites pas passer les épreuves certificatives à des stagiaires qui sont beaucoup trop loin en nombre d'heures. Ça pose forcément des problèmes après, ne serait-ce que vis-à-vis du stagiaire. Sans compter les nôtres. Quelle que soit la raison de leur absence, par exemple. On ne juge pas les raisons de l'absence. C'est à un moment donné quelqu'un qui n'a pas suivi un centre de formation ou présent sur un terrain, on ne peut pas lui valider le parcours. Donc, il ne faut pas l'amener à la certification. Voilà. On prend les questions par écrit, toujours. Je continue sur le cadre de la mise en situation professionnelle. Mise en situation professionnelle. Donc, rappelez que les heures de mise en situation professionnelle doivent être exclusivement effectuées en temps d'accueil périscolaire. Nous avons encore trop de situations extrascolaires sur lesquelles s'appuient les candidats pour valider leur diplôme, et ça n'est pas accepté. Encore hier. Le temps périscolaire, c'est un temps périscolaire qui est balisé. Voilà. Donc, leur comptabilisation, comment on compte le temps périscolaire? Par bloc, au titre de la MSP. S'établit sur quoi?
sur des heures de face-à-face pédagogique. C'est-à-dire, alors on a précisé que c'est face à un public d'enfants et ou de parents, puisque nous avons des compétences à vérifier en présence de public parents. Donc, qui correspondent strictement aux heures d'ouverture de l'accueil périscolaire. Déduction faite de 30 minutes dans le temps de pause méridienne. En d'autres termes, on a la déclaration, parce que c'est quelque chose qui sera demandé, déclaration, vous devez vérifier cela, déclaration de l'accueil périscolaire, puisqu'on a dit que ça doit être déclaré dans le cadre d'un ACM. Là, on a les heures d'ouverture. Donc, ces heures d'ouverture, on sait les totaliser et on enlève simplement 30 minutes de repas de pause méridienne. Bien entendu, en fonction du temps où travaille réellement le stagiaire. Donc ça, c'est un petit calcul qu'il faut que vous fassiez et que vous puissiez démontrer individuellement. Et là, le jury, quand il vient, vérifie tout ça. Michel, tu veux préciser ? Oui, je dirais simplement, soyez vigilants dans les communes où tous les temps ne sont pas déclarés ACM. Il y en a où c'est le matin et le soir, mais la pause méridienne, elle n'est pas déclarée. On ne comptera que le matin et le soir. Ils peuvent être là le midi, il n'y a aucun problème. Mais dans la règle qu'on établit, il faut que ce soit ACM déclaré. Donc, on sera vigilant sur ces aspects-là. Les temps collectifs de préparation et de coordination, ainsi que les réunions d'équipe spécifiques au périscolaire, dans la limite de 10% du volume des MSP. Ça peut rentrer dans le volume, dans le cadre du calcul du nombre d'heures en MSP, des 400 heures. Ça, c'est nouveau, on l'a précisé. C'est en lien avec le bloc 4, puisqu'on demande des compétences dans le bloc 4 qui ne peuvent être acquises qu'à ce moment-là. Donc forcément, il faut qu'on laisse du temps. Et le mercredi, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, peut être inclus dans la limite de 30% de mise en situation pour chaque bloc. Comme maintenant. Tu veux y aller ? L'accompagnement de la mise en situation professionnelle. Des responsabilités pour les organismes de formation, donc pour vous, par rapport à cet accompagnement, notamment la fourniture pour chaque stagiaire d'un livret d'alternance permettant aux différentes parties, tuteurs, référents, stagiaires, formateurs, d'établir des liens cohérents et constructifs. Donc il faut formaliser ce livret. Et bien sûr, on peut y avoir accès puisque ça va faire partie des documents qui vont être demandés. Ensuite, la vérification pour chaque stagiaire des conditions favorables indispensables à la construction des compétences en situation professionnelle. Ça, c'est de la responsabilité des organismes de formation. Donc, vous devez vous assurer que sur le terrain, ils ont bien tous les éléments pour pouvoir effectuer leur mise en situation professionnelle, toutes les conditions favorables. Pour, bien sûr, compétence par compétence, pour pouvoir y avoir accès. Il y a certains endroits où le stagiaire est bien en situation professionnelle, sauf qu'il y a des choses auxquelles il n'a pas accès, et c'est à vous de vous assurer qu'il ait bien accès à tout ça pour pouvoir présenter ces certifications de façon cohérente. Je pense que c'est clair. Ok, ouais. Attends. La suivante, oui, vas-y. Alors, un petit focus sur l'adaptation des parcours de formation. Il faut que je change. Des parcours de formation et de certification pour les publics en situation de handicap. Donc là, on a deux cas de figure. Pour les candidats en situation de handicap temporaire ou permanent, connus au moment de l'inscription. Tout à l'heure, je l'évoquais. L'organisme de formation doit décrire des modalités adaptées d'accueil de personnes qui ont des besoins spécifiques et qui garantissent à la fois leur prise en compte, mais le respect des conditions de réalisation et de validation du CQP, qui ne dénature ni les contenus de la formation, ni la nature et le contenu des épreuves d'évaluation. Donc, pour ce faire,
mais ça, ce n'est pas non plus une exigence que de la branche, que de l'OCECLA. Il y a nomination au sein de chaque organisme de formation d'un référent handicap. Ce référent handicap, il organise le travail comme son employeur le lui demande, bien entendu, mais il doit, à un moment donné, faciliter et poser la définition des modalités concrètes d'organisation des adaptations. On doit s'appuyer sur cette compétence-là. Ce qui permet à l'organisme de formation d'adresser au binôme paritaire une demande d'aménagement du parcours de formation et des modalités de passage des épreuves. Parfois, il peut y avoir des modalités de formation adaptées sans forcément qu'il y ait besoin d'adapter les épreuves. Et inversement, où les deux sont nécessaires. Ça, tout peut être possible. Bien entendu, ça s'est appuyé de justificatifs qui motivent les adaptations demandées. Le binôme paritaire approuve ou non les demandes d'aménagement. Donc là, on est bien dans la recherche de modalités. L'organisme de formation doit bien s'engager à accepter la personne en formation, à envisager des modalités concrètes d'aménagement du parcours de formation, des épreuves. En bout de course, c'est l'organisme de formation qui accepte de prendre la personne handicapée en formation, hein, et qui soumet à validation ces modalités-là au binôme paritaire. C'est bon sur ça? Par contre, parfois, la situation de handicap, elle n'est pas connue à l'inscription, soit parce que des candidats ne le disent pas, et que ça se dévoile un petit peu plus tard, soit parce que le handicap, il n'est pas présent. Notamment des handicaps temporaires ne sont pas présents à l'inscription. Ben là, c'est un traitement qui doit être assuré par, mais ça c'est la vie de tous les jours, et vous savez comment ça se passe dans la formation, c'est un traitement qui se fait par l'organisme de formation au cas par cas, et qui va se mettre en situation d'adaptation du parcours au moment où ça se présente à lui, et à soumettre à la validation du binôme paritaire les modalités d'adaptation pour le candidat en question, ou l'apprenant en question. Et là, je renvoie, ce sont les mêmes procédures qui s'appliquent dans ce cas-là. C'est l'essentiel de ce qu'il faut faire. Mais j'insiste bien sur le fait que c'est bien l'OF qui prend la responsabilité d'accepter en formation une personne handicapée. Il ne faut pas attendre l'autorisation de l'OCECLA. L'OCECLA ne fait qu'accepter ou non, ou faire évoluer les conditions, les modalités d'adaptation. Michel ? Alors, on va donc passer aux épreuves d'évaluation certificative, avec donc les nouveautés que Estelle a évoquées tout à l'heure lors de la présentation du référentiel de certification. Parce qu'effectivement, il va y avoir donc un certain nombre d'évolutions dans les règles en bas. Je vais passer assez rapidement sur les modalités d'évaluation par bloc. Ça a été présenté tout à l'heure. Donc, pour le bloc 1, présentation orale d'une situation d'accueil des publics en temps périscolaire, tirée de sa pratique professionnelle, hein, et une mise en situation reconstituée donc à l'oral, plus l'entretien, durée d'1 heure sur le lieu d'organisme de formation. Nous avons bien évidemment établi de nouvelles grilles d'évaluation certificative qui vont remplacer les anciennes et qui permettront donc au binôme des évaluateurs de cocher les différents critères s'ils sont acquis
ou non acquis. Et puis, donc, les questions supplémentaires, je ne vais pas revenir sur tous les détails là. Je vais plutôt rester sur, on reviendra si vous avez des questions sur la manière dont va se passer, mais c'est plutôt l'utilisation des grilles qui change un tout petit peu. Effectivement, donc pour chacun des critères, il y aura acquis et non acquis, écrit par compétence, bien évidemment, hein, mais c'était déjà le cas, à peu près, hein, de cette manière-là. Donc, bien évidemment, comme jusqu'à présent, tous les critères sont observés par le jury, et, enfin le binôme des certificateurs, par la commission, plutôt, utilisons les bons termes. Et comme actuellement, ceux en gras sont rédhibitoires pour acquérir la compétence, et donc le bloc, puisque la compétence ne sera donc pas acquise. Et c'est là qu'il y a des évolutions sur la manière de valider le bloc. Pour le bloc 1, il faut que les compétences donc, en gras, hein, bon, vous ne les avez pas sous les yeux, mais en tout cas, C1.2, C1.3, C1.5, C1.7 sont acquises. Ça, c'est rédhibitoire si elles ne le sont pas. Et parmi les non gras, si vous voulez, pour avoir la représentation initiale, au moins une des 3 autres. Voilà. On ne va pas exiger les 3 autres en entier. C'est au moins une autre laissée à l'appréciation de la commission, des 2 évaluateurs. Voilà. Tout ça pour coller plus à la réalité du terrain et qu'en fonction de ce qu'il aura plus travaillé ou l'occasion de plus travailler, il puisse le développer d'une manière un peu plus importante. Voilà, donc le bloc pourra être validé si toutes les compétences en gras sont acquises et au moins une compétence parmi les 3 autres. Pour le bloc 2, il y a donc le bloc est validé si les compétences en gras, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5 et C2.7 sont acquises. Et vous constatez qu'il y a la C2.1 et la C2.6 qui ne sont pas citées. Elles sont en non gras, mais on ne demande pas à ce qu'il y ait une des 2 de validée, contrairement à ce qu'on demandait pour le bloc 1, qui est une des 3 autres. Mais ça doit être observé, coché par le binôme, bien évidemment, de la commission. Le bloc 3, ça ne va pas changer. Toutes les compétences sont entre guillemets en gras et sont toutes obligatoires. Donc, si une des compétences n'est pas acquise, c'est donc rédhibitoire. Voilà. Et le bloc 4, on va retrouver une situation similaire au bloc 2, puisqu'il y a donc un certain nombre de compétences qui sont, je ne vais pas les citer, parce que vous avez compris que ce bloc-là a beaucoup de compétences. Donc, si les compétences citées là, celles qui seront en gras sur la grille, ce sera beaucoup plus simple, sont acquises, et idem, comme pour le bloc 2, on ne demande pas de compétences non gras supplémentaires obligatoires dans le nombre. Voilà, ça reste à l'appréciation du jury. Autrement dit, pour repasser une épreuve, pour le bloc 1, je vais insister plus sur le bloc 1, parce que sur le bloc 1, si les 3 compétences non gras, C1, C1, enfin C1.1, C1.4 ou C1.6, si une des 3 n'est pas acquise, il faut repasser l'épreuve. Pour les autres, il faut que tous les critères gras soient acquis, sinon il faut repasser l'épreuve. Par contre, si les critères non gras ne sont pas acquis, il n'y a pas obligation de repasser l'épreuve. Donc, il y a vraiment une différence sur le bloc 1 par rapport à ce qui se passait actuellement. Et on tient tout de suite à attirer l'attention sur ce point-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au final après. Bon, petit rappel, mais vous le connaissez, on repart d'une grille vierge lors du second passage. Donc, on a aussi oublié le terme de rattrapage pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait qu'on ne rattrape pas ce qui manque, mais c'est bien un second passage intégral. Ouais.
Juste peut-être pour préciser, notamment dans le tableau à outils d'évaluation, on vous a posé tout ce qui nécessite des anticipations. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, bien penser au scénario et au cas pratique. Vous devez les fournir, ça vous est guidé. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous anticipiez. C'est travailler une matrice de questions complémentaires qui guide les évaluateurs pour pouvoir aller à vérifier ce qui ne serait pas vérifié au travers soit de la présentation orale quand il y a présentation orale, soit au travers de cas, soit à travers d'un certain nombre de choses. Il faut que vous placiez bien les évaluateurs à pouvoir aller rechercher la réponse à l'ensemble des critères qui constituent l'acquisition d'une compétence. C'est-à-dire que si quelque chose n'a pas pu être évalué, vous ne pouvez pas dire que c'est acquis. Il faut créer cette situation et c'est par ces entretiens complémentaires qu'on va aller chercher, que les évaluateurs vont aller chercher la vérification de ce qui n'a pas pu être constaté. Et parfois, on le sait, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être constatées. Ce que dit Claudine là est très important parce que ça fait partie des choses qu'on a régulièrement en débat lors des jurys. Oui, mais ce n'était pas sa situation professionnelle là. On rappelle, on forme un diplôme, un certificat pour un métier qui va rencontrer ces situations-là dans d'autres situations, dans d'autres emplois, dans d'autres postes. Donc on n'est pas en train d'évaluer la compétence à ce poste-là. On est mis en train d'évaluer à un certificat professionnel transversal qui est valable partout. Et ces situations-là, même si elles ne sont pas vécues sur ce site-là, doivent être interrogées lors du jury pour voir si effectivement cette compétence-là, qui n'est pas forcément mise en œuvre sur ce territoire-là, est comprise, acquise, et puis c'est mise en œuvre ailleurs. Bon, on va prendre les principes de la mise en œuvre des épreuves d'évaluation certificative par rapport aux évaluateurs. Je passe au suivant. Donc, commission d'évaluation certificative. 2 personnes, des professionnels ayant la connaissance du métier et du champ d'animation périscolaire. Jusque-là, tout va bien. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous avez 2 personnes qui sont distinctes. Ce n'est pas les mêmes personnes pour la première épreuve et sur la deuxième épreuve, si jamais on doit repasser l'épreuve. De toute façon, à préserver justement un regard neuf sur le stagiaire. Ensuite, sur les jurys de validation, 5 membres. Alors, le binôme paritaire qui va vous suivre, comme vous avez pu vous rendre compte depuis le départ, depuis le moment où vous faites l'ouverture de la déclaration d'ouverture jusqu'à la fin, il sera là. Le responsable de la session de formation du CQP et 2 experts locaux, un salarié et un employeur relevant de la convention collective ECLA. Je vais insister là-dessus parce que pas plus tard qu'hier, on s'est retrouvé avec 2 personnes qui étaient de la fonction publique territoriale. Donc, on a ajourné le jury. Donc, bien faire attention que les 2 personnes en question, les 2 experts locaux, relèvent de la convention collective ECLA. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité, c'est que vous devez présenter obligatoirement 2 experts, mais selon la façon dont seront montés les jurys derrière, ce ne sera pas forcément eux qui participeront au jury. Parce qu'il peut y avoir plusieurs modalités, mais c'est juste après. Voilà. Et les grilles des épreuves d'évaluation certificative signées par les tuteurs. Voilà. Et remplies, bien sûr, pas juste signées. Il y a une grille tuteur, voilà, avec, qui doit être remplie et signée, qu'on doit présenter à ce moment-là. Ça ne change pas spécifiquement, non. Juste une petite précision que j'ai oubliée tout à l'heure sur les épreuves, parce qu'on l'a vécu cette semaine aussi. Le non-respect du délai de 15 jours entre le premier passage et le second passage a amené un stagiaire à échouer à nouveau au deuxième passage. Eh ben, on le verra tout à l'heure dans les voies de recours. Il n'y avait pas 15 jours entre les 2 épreuves. La personne peut demander que la réglementation, que la règle soit respectée. Et l'organisme va devoir lui présenter une nouvelle chance. Autrement dit, le deuxième passage ne compte pas, parce qu'il faut bien respecter le délai de 15 jours. Si réussi, vous me dites, c'est pas grave. Mais voilà, cette semaine, on a vécu un nouvel échec.
au deuxième passage. 15 jours minimum. Ah bah oui, oui, non, mais 15 jours. Enfin, quand on dit 15 jours, c'est 2 semaines, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. On le verra dans les recours. Hein. Mais c'est un point qu'on a vécu cette semaine encore. Ouais. Oui. Ensuite, l'attribution du diplôme et des jurys. Donc, le CECLA est l'instance d'attribution du CQP. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en ouverture. Avec la création de l'organisme certificateur, c'est cet organisme certificateur qui va attribuer les CQP. Il va déléguer au binôme paritaire l'organisation des jurys, la validation des évaluations certificatives et la présidence du jury. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est bien ce binôme-là qui va, par délégation de l'OCECLA, va vous suivre de bout en bout. Et ensuite, l'OCECLA va organiser annuellement des périodes de jury par région. Alors ça, c'est la petite subtilité. Ce n'est pas vous qui allez proposer des jurys, c'est l'OCECLA qui va proposer des dates de jury. Et dans ces dates de jury, selon les régions, s'il y a plusieurs organismes de formation, ils seront réunis sur cette journée ou ces journées pour ces jurys. Ces jurys, pour le moment, selon comment on va les regrouper, on peut très bien avoir vos 2 experts que vous allez nous présenter qui seront là pour votre jury, voire un de vos experts qui sera là pour l'ensemble des jurys. Ça dépend comment on s'organise selon les régions, parce qu'à certains endroits, on a du mal à avoir 2 experts qui puissent se présenter. Et c'est pour ça que c'est l'OCECLA qui va organiser ces jurys. Donc, c'est plus vous qui le faites. En revanche, vous devez présenter ces experts. Et ça se passera sur une journée ou sur 2 journées. Et tous les organismes passeront selon les dates qu'on fixera à ce moment-là. Et bien sûr, les organismes accueillent, mais ça, on verra qui peut accueillir et à quel moment. Alors, les organismes de formation doivent tenir compte de ce calendrier régional pour s'organiser. Donc, quand vous allez faire vos déclarations, il va bien falloir que vous vous référez à ce calendrier-là pour dire, voilà, le jury se passera à telle date. Donc, avant, 15 jours avant, j'envoie ça, etc., etc. Tout ce qu'on a vu avant, mais aussi ma formation est terminée avant. Et mes certifications sont terminées avant. Je peux signer des cas. Comment ? Il doit avoir lieu. Voilà. Il doit avoir, et puis surtout, il faut que vous respectiez les calendriers. C'est-à-dire que, voilà. Et le regroupement des dates et des lieux concernant plusieurs jurys, c'est ce que je viens de vous expliquer, à savoir, je peux très bien, moi je viens du Grand Est, avoir 4 organismes de formation qui ont sur telle date leur jury, et on se réunit sur un des organismes de formation. Je peux même vous accueillir chez moi. Sans souci, je plaisante. Et puis, dans ces cas-là, on va monter les jurys comme ça. Ça permet d'avoir un calendrier plus fixe, mais aussi, notamment en Outre-mer, on fonctionne déjà comme ça en Outre-mer, de pouvoir rassembler les jurys une seule fois et de ne pas se déplacer plusieurs fois, puisque ce sont des jurys en présentiel. Alors, c'est sûr qu'on aime bien aller en Guadeloupe ou en Guyane, mais bon, ça fait long, puis ça prend du temps, surtout si on doit le faire 4 ou 5 fois dans l'année. Et puis, ça fait cher. C'est pareil, si je dois aller à Bordeaux, ça me coûte beaucoup plus cher que si je vais à Nancy. Modalité générale du déroulement de tous les jurys. Donc, réunion de jury se fait en 3 phases. Comme c'est le cas actuellement, le bilan de la session, présenté à partir du document, où là, on peut questionner. L'examen des dossiers individuels, bien sûr. On prend chaque stagiaire et on voit si tout est bien rempli et éventuellement s'il y a des questions. Et la validation des formulaires en fin de session. C'est exactement la reprise de ce qui se passe actuellement. Voilà. La présidence du jury peut décider d'ajourner la réunion du jury et de demander son report dans les cas de non-conformité majeure, manquement grave aux règles de l'OCECLA. C'est ce que nous avons fait hier. Il n'y avait pas les bons experts, donc on annule. Et on reporte, ou le non-respect du référentiel de certification, c'est ce qu'on a expliqué aussi tout à l'heure, hein, c'est si les certifications ne sont pas respectées, s'il manque des critères, etc. On reporte et c'est bien la présidence du jury qui en décide. Voilà. C'est bon, allez, on continue, on touche bientôt. On arrive à la fin. Un point qui nous semble très important d'aborder, c'est votre contribution au suivi de l'insertion des certifiés. France Compétences impose aux branches de réaliser des suivis d'insertion des certifiés.
Nous avons dû d'ailleurs, dans le cadre du renouvellement de l'inscription au RNCP, produire des éléments sur le passé du CQP et relativement à l'insertion des formés. C'est un des points sur lesquels nous avons été peut-être les moins bien notés, même si c'est passé, parce que nous avons mis en place des enquêtes. Vous les avez vues, ou si vous ne les avez pas vues, c'est qu'il y a un défaut de communication dans votre organisme de formation. Mais en tout cas, nous n'avons pas eu quand même des taux de réponse suffisants et ça pourrait nous fragiliser par rapport à la nouvelle réinscription dans 3 ans de ce CQP-là. France Compétences attire notre attention sur le fait d'être plus performant sur cela. Donc, on a pris différentes mesures. D'une part, on a pris la mesure que l'OC-ECLA va diffuser l'enquête 2 fois par an, en janvier et en juin, à 6 mois puis à 2 ans, après l'obtention du diplôme pour l'ensemble des stagiaires concernés et des promotions qui sont concernées. C'est l'OC-ECLA qui va diffuser auprès de ces personnes concernées l'enquête. Par contre, nous avons absolument besoin que vous puissiez, et ça fait partie d'engagements que nous vous demandons de prendre, que vous puissiez informer, relayer, insister sur l'utilité de la réponse à ces enquêtes-là. Les stagiaires, tant que vous les avez devant vous, parce qu'on sait à un moment donné, dès le démarrage de l'action, il faut pouvoir situer qu'il va y avoir une enquête, que c'est déterminant, que si on veut que ce diplôme-là perdure et que ce diplôme puisse être délivré d'une manière régulière et ne perde pas de sa valeur durablement, on va dire, il est important que vous puissiez convaincre au maximum, parce que vous les avez devant vous à un moment donné, ou que vous avez pu établir des relations privilégiées à eux, que vous puissiez les convaincre de répondre aux enquêtes qui sont diffusées par l'OC-ECLA. Nous vous demandons, nous avons édité, la branche a édité une plaquette d'information. Vous pouvez, nous vous demandons de la leur diffuser, vous l'avez tous reçue. Elle sera à nouveau recommuniquée, elle sera mise sur la plateforme, bien entendu. Ce sont des supports qui doivent permettre l'explication du sens de cette enquête-là et pour essayer de convaincre donc les diplômés, c'est les certifiés, je cherchais le terme, de répondre à cela. On va revenir de manière synthétique sur les modalités de relation à l'OC-ECLA. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure. Et après, on passera aux outils. Donc, une plateforme de communication qui doit permettre aux organismes de formation de créer un espace privé. C'est-à-dire qu'une des premières opérations, dès qu'on a l'habilitation, et dès qu'on a l'ouverture, l'accord d'ouverture, c'est de créer son espace privé au sein de la plateforme. Cet espace privé va devenir votre outil unique de communication à l'OC-ECLA. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il va regrouper l'ensemble des documents de référence nécessaires à l'organisation du CQP. Il va vous permettre de déposer des documents. Quand on vous dit vous devez fournir à tel moment, à 15 jours, etc., les protocoles d'alternance individuelle, vous allez les déposer sur la plateforme. Vous allez déclarer l'ouverture effective de la session, vous allez déclencher un mail automatique qui va simplement dire, ben oui, ce mail il est préétabli, il va simplement dire, j'ouvre la session ou je la reporte. Si vous la reportez, il va
ça va nécessiter que vous posiez ensuite le document qui dit « je reporte de telle date à telle date, voilà le nouveau calendrier, etc. » Il intègre un système donc, de messagerie qui vous permet de communiquer avec l'OCECLA. Quand on dit OCECLA, c'est votre interlocuteur unique qui est le binôme paritaire. D'accord ? Et bien entendu, sur les plans administratifs, ORIA qui centralise l'ensemble des données. Nous ne répondrons pas à des sollicitations téléphoniques, mais bien nous répondrons à travers la communication par cette plateforme-là. Il ne faut pas oublier la signature de la convention de partenariat. Ça va intervenir cet été, courant juillet, si vous voulez bénéficier du report de validité de votre habilitation. Donc ça, il faut s'organiser. On a une CPNEF le 5, si je ne me trompe pas, mardi, qui valide officiellement tout cela. Et à partir du 6, la convention part à vos organismes de formation qui sont déjà habilités. Bien sûr, nommer un référent CQP. Ce référent CQP, ce sera la personne, s'il y a quelque chose de particulier, qui sera l'interlocuteur unique aussi du binôme paritaire. Alors, le référent CQP, excusez-moi, c'est pour l'habilitation, il est au niveau national. Et ensuite, au niveau de l'organisme délégataire, il y a repéré comment on l'a appelé, un interlocuteur unique de l'organisme de formation. Alors là, ça sera le responsable de la formation, là, ça sera le directeur du centre. Ça, c'est à vous de désigner. Et nous, on ne rentre pas dans les... Comment dire, dans vos organisations, peu importe qui, mais il sera donc l'interlocuteur unique pour l'action de formation. Voilà globalement, dans les relations à l'OCECLA, ce que l'on a posé. L'OCECLA peut être amené, on le verra plus tard, à faire des contrôles dans les centres de formation également. Auquel cas, là, on vous avisera de ces contrôles-là. Donc, on a produit un document numérique interactif. Ce document numérique interactif, vous le verrez cet après-midi, pas de manière numérique, je vous ai expliqué pourquoi, mais on vous donnera une version papier. Ce document interactif numérique, il regroupe les règles et les procédures du CQP. Tout ce que l'on vous raconte aujourd'hui, en plus détaillé, très certainement, figure dans ce document-là. Le document interactif rassemble l'ensemble des formulaires qui sont en ligne et il permet, par un applicatif, la gestion et le suivi des CQP organisés par les organismes de formation. Donc, on va passer rapidement sur l'outil, puisque vous le verrez tout à l'heure. Cet outil, on ne peut pas en faire une démonstration, mais permet d'assurer des liens. Quand on traite de procédures, quand on traite d'outils, vous verrez qu'il y a des liens automatiques avec soit les formulaires, soit avec la règle applicable, au fur et à mesure de la lecture de l'utilisation de votre document. Donc, les outils. Globalement, il n'y a pas de révolution. Si ce n'est la simplification que j'ai évoquée tout à l'heure, il n'y a plus de couleurs. Donc, vous n'aurez pas des formulaires orange ou des formulaires bleus, mais vous aurez des formulaires uniques. On enlevait les numéros, parce que nous, on connaissait les numéros par cœur. Vous, c'était difficile quand on nommait les numéros. Donc, on va les nommer à chaque fois. Ça évitera aussi de compliquer les choses. Donc, uniformisation, je viens de l'évoquer, des formulaires de demande d'habilitation sans modification notable.
Claudine vous a présenté, vous voyez. Formulaire de demande d'ouverture de session un peu plus compact, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Les formulaires de suivi de session, on va en parler maintenant, ils sont un peu plus nombreux et surtout un peu plus précis. Tout ça pour répondre aux obligations de France Compétences, parce que autant vous avez des obligations avec Alliope, nous on a des obligations avec France Compétences. Voilà. Les nouvelles grilles d'évaluation certificative, on l'a évoqué. Des formulaires de fin de session, bilan et procès-verbaux qui ont donc un petit peu évolué. Et puis, on a apporté bien sûr des corrections de compréhension en prenant en compte toutes les remarques que vous avez formulées lors des enquêtes et lors des bilans qu'on a pu faire également avec vous. Alors, le formulaire de demande d'ouverture d'une session de formation, puisque c'est celui qui va vous concerner là au plus court, et puisque je vois qu'il y a déjà des demandes de personnes qui veulent démarrer assez rapidement. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un formulaire unique qui regroupe ce qu'on avait avant dans plusieurs documents que vous nous envoyez de manière séparée, plus donc les pièces à fournir qui sont les mêmes. Hein. Je ne vais pas les reparcourir en détail sur ce qui est demandé en plus. Juste une petite précision, parce qu'il y avait des confusions dans l'esprit de quelques personnes. Quand on vous demande la liste des tuteurs ou des personnes qui peuvent être référents, qui sont mobilisables dans le cadre d'une session de formation, bien évidemment, puisque vous n'avez pas les lieux de formation, de mise en situation professionnelle pour les différents stagiaires, parce que vous ne les connaissez pas, sauf quand ce sont des salariés, évidemment, et que vous avez la liste déjà des salariés. Donc c'est ceux que vous imaginez comme étant possibles, simplement pour qu'on puisse vérifier que vous avez un certain nombre de sites qui répondent aux critères. Donc attention, vos listes des tuteurs actuels doivent être sur des sites déclarés ACM. Autrement dit, vos listes, pour certains d'entre vous, ne sont plus bonnes. J'insiste sur ce point-là, parce qu'on vérifiera que les tuteurs sont bien sur des sites déclarés ACM. C'est sans doute le point sur lequel il faudra être le plus attentif. En tout cas, nous, en étudiant les dossiers, on le sera. Évidemment, la liste des évaluateurs mobilisables, on sait très bien que c'est parfois assez complexe de composer les commissions, donc c'est ceux que vous, dans vos listes, ça ne change pas. Voilà. Le ruban pédagogique, on va sans doute en parler un peu plus cet après-midi, qui présente la manière dont vous organisez, avec Claudine a évoqué tout à l'heure, Francis et moi on l'a aussi évoqué. On ne va pas rentrer dans votre organisation, on va simplement regarder que c'est cohérent. Voilà, donc présentant les différents éléments, donc tout ce ruban pédagogique que vous mettez en place avec les volumes horaires, les dates, etc., et description des différentes modalités d'organisation, et notamment lorsqu'il y a une partie en distanciel que vous nous précisiez, donc le pourquoi et le comment. Voilà. Et puis, quand il y a d'autres intervenants sur vos sessions de formation, les modalités de partenariat avec ces autres structures, en sachant bien sûr, mais ça vous le savez, que la délégation totale et la sous-traitance totale sont interdites pour cette formation. Voilà. Je continue. Alors, les formulaires de suivi d'une session de formation. On vous a produit un formulaire liste des candidats inscrits avec très peu de colonnes, parce qu'en fait, on ne va pas vous le présenter là, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de détails, nous, on a besoin des éléments essentiels, il doit y avoir 5 ou 6 colonnes. Voilà, il sera donc comme ça renseigné sur le site tel qu'il a été présenté par Claudine tout à l'heure, et on aura donc cette liste que vous pourrez bien évidemment mettre à jour quand des candidats supplémentaires viendront pour passer un ou deux blocs supplémentaires que vous inscrirez en cours de session, toujours en prévenant le binôme qui vous suit. Le formulaire modalité d'adaptation des parcours de formation et des épreuves d'évaluation certificative pour les publics en situation de handicap. Claudine vous l'a suffisamment développé tout à l'heure. On a créé évidemment un document qui permet de le préciser. Alors, le formulaire qui va sans doute demander, mais je vais y revenir un petit peu après,
C'est la modalité donc des allègements d'heures en entreprise. Autrement dit, c'est tout ce formulaire protocole d'alternance qui va devoir donc préciser, donc un petit rappel, on l'a suffisamment dit et insisté, hein, voilà, sur le fait que ce formulaire va préciser le nombre d'heures par bloc restant à faire en mise en situation professionnelle. Elles ont été déterminées lors du positionnement. Tout ça, ça a déjà été dit et redit. C'était juste pour faire un petit rappel en disant que quand même des attestations avec un S, ce serait mieux pour attestation. Je m'en veux, c'est moi qui l'ai écrite. Il faut savoir. Voilà. Des attestations sont jointes au formulaire. Autrement dit, Claudine a évoqué, hein, vous pourrez déposer des pièces et donc le contrôle pourra être fait que ces heures ont bien été réalisées. Voilà, non, c'est pas ça que je voulais faire, du coup, c'est revenir. Le formulaire longue liste des tuteurs et des éventuels référents, cela, bien sûr, mobilisé au regard des stagiaires qui sont là. Avec toujours la même règle, on ne l'a pas rappelé parce que ça faisait partie des choses qui ne changeaient pas. Donc le tuteur doit toujours avoir la même qualification. S'il a un diplôme de niveau 4, il ne peut pas avoir plus de 3 stagiaires. Enfin, tout ça, ça reste les règles qui n'ont pas changé par rapport à ce qu'il y avait donc avant. Toujours donc formulaire des listes des scénarios fictifs relatifs aux épreuves d'évaluation du bloc 1. La liste des cas pratiques et les contenus documentaires relatifs au bloc 4. Tout ça, donc, vous allez pouvoir les poser voilà, sur des documents qu'on préorganise. Ce sera bien plus simple pour vous. Le formulaire des commissions d'évaluation certificative, il ne change pas. On a simplement précisé sur ce formulaire-là les dates des épreuves pour les stagiaires. C'est notamment important pour le bloc 3, qui est donc la séquence, on va dire, sur le terrain, pour utiliser un peu d'autres mots, parce que je le rappelle que ces épreuves-là doivent se dérouler des lundis, mardis, jeudi, vendredi, et non pas des mercredis. On répondra à la question tout à l'heure, qui est relative à ce point-là, mais on est bien sur des temps périscolaires spécifiques, avec notamment les départs progressifs, tout ça qui ont été évoqués. Donc, pour pouvoir vérifier que ces épreuves-là ont bien lieu un lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Et puis, formulaire des grilles, évidemment, pour les tuteurs qui ne changent pas. Toujours les formulaires des experts proposés. Je passe très vite parce qu'on liste en fait ce qui existe, mais comme vous pouvez le constater, il y a très peu de changements, si ce n'est des précisions pour ceux qui sont demandés. Par exemple, là, le seul document supplémentaire, c'est que puisque ce n'était pas simple de l'intégrer dans le formulaire X15, le bilan, on va vous demander on va vous imposer sous forme de formulaire, une synthèse des résultats aux épreuves certificatives et des commentaires éventuels que vous faites pour chacun des stagiaires. Tout ça, c'est pour faciliter le déroulement du jury et qu'on ait tous les éléments écrits. Plusieurs d'entre vous le faisiez, hein, donc ce n'est pas des nouveautés pour vous, mais on va le structurer sous forme d'un formulaire parce qu'en fait, ça vous simplifiera les choses que vous faisiez déjà et qui parfois, quand ça devait rentrer dans ce formulaire où ça se réduisait en taille de caractère au fur et à mesure, parce que le cadre ne bougeait pas, ça devenait presque illisible et compliqué. Mais voilà, tout simplement, c'est pour dire qu'on le met sous cette forme-là, on l'extrait pour que ce soit plus simple. Et les procès-verbaux ne changeront pas non plus pour l'édition des diplômes. Ah, pardon. Alors, deux informations qui ne sont pas en diapo, mais juste vous rappelez, vous le verrez dans le document. On a posé des engagements relatifs à la réglementation RGPD. Donc, simplement à vous rappeler que dans le cadre de l'organisation des sessions de formateurs, des sessions de CQP et animateurs périscolaires et dans le cadre des suivis des promotions de stagiaires, chaque tête de réseau dans chaque niveau national et chaque organisme de formation, délégataire ou indépendant,
a l'obligation de respecter le cadre de la RGPD. On ne va pas dérouler là, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de diapositive, le chapelet de choses, je dirais, qu'il faut respecter. C'est dans le document. En tout cas, vous y êtes soumis comme la branche lait, comme les fédérations, comme les têtes de réseau. Et on vous rappelle effectivement que vous devez avoir cette vigilance-là, même si c'est vérifié par ailleurs dans le cadre de Calliope ou autre, il faut que vous puissiez le respecter. Nous avons également mis, et ça c'est une nouveauté, précisé, parce que c'est une obligation aussi, les voies de recours que peuvent avoir en cas de litige le candidat ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, donc qui peut exercer un recours auprès de l'OCECLA. Il faut que vous le sachiez. Et nous avons précisé la procédure décrite dans une fiche que vous avez dans le document. Le recours auprès de l'OCECLA intervient en dernier ressort après épuisement des voies de recours ou de réclamation formulées directement auprès de l'OF, selon les procédures arrêtées. Et on a précisé ces procédures-là. C'est-à-dire que vous pouvez être, vous, saisi à un moment donné d'un certain nombre d'insatisfactions ou d'un certain nombre de choses que vous pouvez régler ou pas, parce que ça dépend de votre niveau de la latitude que vous avez pour régler un certain nombre de choses. Mais parfois, vous pouvez être saisi sur des recours qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme de formation. Sachez qu'il y a maintenant un règlement sur ces voies de recours-là, sur les motifs, quand est-ce que l'on peut le saisir, etc. Et la procédure qui va avec. Et tout ça, c'est décrit dans le document. Là aussi, on a allégé dans la présentation cela parce qu'il suffit de suivre le processus qui est mis en place et la procédure qui est mise en place. Par contre, c'est important que vous en preniez compte et que vous puissiez aussi informer les candidats, les stagiaires, de ces possibilités de recours-là, bien entendu.